Que feriez-vous si, sous l'œil du monde entier, votre ennemi juré cherchait à vous écraser, exhibant son arrogance, sa fortune bâtie sur des décennies de compromission et la menace silencieuse de ses réseaux? Imaginez une salle suffocante, saturée de chaleur et de tension, où chaque seconde s'étire comme un fil prêt à rompre. Au centre, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune, sobre, le regard fixé sur une chaise vide. Cette chaise, plus qu'un simple siège, incarne le duel à venir, un face-à-face qui décidera du destin d'un peuple tout entier, voire d'un continent en quête de renouveau. Le silence est absolu. Tous les regards convergent vers Traoré. Il est là droit, vêtu d'un uniforme usé par le terrain, loin de l'apparat, et pourtant son calme tranche dans la nervosité ambiante. Sur la chaise vide doit s'asseoir le général Sékou Diop, incarnation de l'ancienne élite, de l'argent facile, des combines scellées à l'ombre des palais étrangers. Mais Diop se fait attendre, volontairement. Il joue avec la montre, laisse la tension s'installer, cherchant à dominer la scène avant même d'apparaître. Chacun retient son souffle. Les gouverneurs murmurent, les journalistes affûtent leurs stylos, prêts à capter la moindre erreur. L'air est si dense qu'il semble impossible de respirer. Cette attente, Diop l'a orchestrée comme un prélude à une pièce dont il veut être le metteur en scène. Quand Diop finit par faire son entrée, la salle se fige. Il ne marche pas, il parade. Entouré de gardes du corps à la carrure intimidante, il porte un uniforme au galon doré, étincelant, une montre suisse qui vaut à elle seule le salaire de plusieurs familles, et des lunettes de créateur. Son sourire arrogant, appris sur les tapis rouges des soirées diplomatiques, laisse deviner sa stratégie. Impressionné, humilié, dominé. Il lance ses premières piques sans détour. Il attaque Traoré devant tous, gouverneurs, soldats, journalistes venus de plusieurs continents. Chaque mot, chaque geste est capté par les caméras, diffusé en direct. Il espère une étincelle, que le jeune capitaine se perde dans la colère, justifiant ainsi toutes les rumeurs distillées par ses réseaux. L'enjeu est colossal. Si Traoré cède à la provocation, il perd instantanément son autorité. L'histoire l'a souvent prouvé, de Rome à l'Afrique coloniale. Un dirigeant qui s'emporte devient la proie idéale des manigances, l'outil des propagandes adverses. Pensons à la chute brutale de Patrice Lumumba, emporté autant par ses adversaires que par les pièges de la provocation. Pire, une réaction impulsive pourrait précipiter le pays dans le chaos, ouvrir une brèche aux violences, aux manipulations étrangères, comme ce fut le cas en Libye après le renversement de Kadhafi. La moindre faille devient le lit du désordre. Dans cette atmosphère électrique, une seule question brûle toutes les lèvres. Traoré va-t-il se révéler un simple soldat piégé par ses émotions ou l'incarnation d'un nouveau pouvoir, plus grand que les galons, plus fort que les menaces? Mais l'histoire ne fait que commencer. Et si, plutôt que de répondre par la force, Traoré faisait le choix du sang-froid et de la stratégie? Ce duel silencieux va révéler la vraie nature des deux hommes. Le moindre faux pas pourrait faire basculer le destin d'un peuple entier, comme lors de la célèbre confrontation entre Mandela et ses anciens geôliers. L'ombre d'une vengeance planait, mais c'est la maîtrise de soi qui a fait l'histoire. Sous l'éclat des uniformes, deux visions irréconciliables de l'Afrique s'affrontent. D'un côté, le système ancien, corrompu, prêt à tout pour conserver ses privilèges, héritier des réseaux post-coloniaux et des fortunes bâties sur le dos des peuples. De l'autre, la jeunesse incarnée par Ibrahim Traoré, prête à tout sacrifier pour offrir au pays une chance de renaissance, de dignité, de justice. Cette opposition rappelle celle qui a marqué le Ghana à l'époque de Kwame Nkrumah. La jeunesse contre le conservatisme, la vision contre la stagnation. La salle du sommet national est saturée de chaleur et de tension. Un duel silencieux s'annonce. Ibrahim Traoré, jeune capitaine sans fortune ni costume de luxe, avance d'un pas décidé. Il échange des mots simples avec ses soldats, veille sur eux, s'enquiert de leur morale, de la santé de leur famille. Cette humilité détonne dans une arène où chacun cherche à afficher sa réussite matérielle. Son ambition reste pure. Servir, non pas briller, une leçon que lui a enseignée l'histoire de Thomas Sankara, autre jeune capitaine révolutionnaire. Face à lui, le général Sékou Diop, figure de la vieille garde, incarne tout ce que la jeunesse dénonce, l'arrogance, la richesse ostentatoire, les gardes du corps omniprésents. Son pouvoir ne vient pas du respect, mais de réseaux obscurs tissés avec des intérêts étrangers, de contrats passés dans de sombres couloirs, à l'image des élites qui ont longtemps fait et défait les présidents africains. Derrière ses lunettes de créateur, il affiche un mépris à peine voilé pour la jeunesse qu'il traite de naïve, d'idéalisme dangereux. Ce sommet censé ouvrir la voie à la réconciliation se révèle vite un piège. Les regards deviennent des lames. Chaque parole est un test de loyauté ou de faiblesse. Diop orchestre le spectacle.
Il entre en dernier, ignore le protocole, humilie Traoré en public, devant caméras et dignitaires, cherchant la faille, le faux pas qui le discréditera. Un stratagème utilisé par tant de dictateurs pour asseoir leur autorité. On repense à Mobutu, maître dans l'art du spectacle politique, qui savait retourner la moindre faiblesse contre ses adversaires. La presse internationale attend la moindre erreur, prête à transformer le plus petit écart en crise nationale. Les médiateurs, conscients du rôle qu'ils jouent, observent, pesant chaque mot, chaque geste. Derrière eux, l'armée tout entière retient son souffle, partagée entre la peur de perdre ses acquis et le désir timide d'un renouveau. L'enjeu dépasse les deux hommes. C'est l'âme de la nation qui vacille, suspendue entre un passé de compromission et un futur encore fragile. Peut-on vraiment briser le cercle de la peur et de l'argent ? La force morale seule peut-elle renverser l'ordre établi ? Puis l'insulte tombe. Une phrase cinglante, calculée pour blesser. Le silence s'abat sur la salle. Tout repose désormais sur la réaction de Traoré. Saura-t-il transformer l'humiliation en force, faire de sa dignité une arme capable d'ébranler la vieille logique du pouvoir ? À cet instant, l'histoire du pays peut basculer, comme lors du fameux « I am the master of my fate » prononcé par Nelson Mandela à la sortie de prison. Traoré fait alors un choix inattendu, qui va surprendre la salle entière. Son geste, loin de la violence attendue, va redéfinir les règles du pouvoir devant témoins et caméras. Quand on n'a rien à dissimuler, aucune menace ne porte. Mais comment retourner un chantage face à un pays entier qui retient son souffle ? La salle vibre d'attente lorsque le général Diop prend la parole. Son regard glacial balaie la table. Devons-nous vraiment attendre un simple capitaine ? Le pays vacille, les frontières cèdent, et c'est un garçon sans expérience qui prétend gouverner ? Les caméras clignotent, le malaise monte. Diop enfonce le clou, ses phrases acérées destinées à humilier Traoré, à le déstabiliser. Il s'appuie sur une tactique vieille comme le monde, dénigrer l'adversaire, minimiser ses mérites, l'isoler, une méthode utilisée par les généraux de César ou les courtisans de Versailles. Mais Traoré reste de marbre, son visage est calme, sa voix posée. Plutôt que de riposter, il retourne la question. En plus de 20 années de galons et de médailles, qu'avez-vous protégé ? Qui commandait pendant que nos enfants fuyaient la violence ? Qui comptait ses voitures pendant que nos soldats manquaient francs de balles ? La salle retient son souffle. L'affrontement s'inverse et c'est le général qui vacille. Les failles de Diop s'étalent en pleine lumière. Il tente de reprendre la main, pose sur la table une mallette en cuir, la claque. « Voici », annonce-t-il d'une voix théâtrale, « la preuve de tes trahisons. Documents, enregistrements. » Il croit pouvoir faire basculer l'opinion, comme lors des procès-spectacles de l'ère soviétique, où la peur remplaçait la justice. Traoré ne cille pas. Sans détour, il lance le défi. Ouvre donc cette mallette, ici, devant tout le pays. Expose ta vérité. Un silence de plomb s'abat. Diop hésite, sa main tremble, sa manœuvre soudain visible à tous. Cette scène rappelle celle où Martin Luther King, accusé à tort, invita ses détracteurs à rendre publiques leurs preuves, dévoilant ainsi leur propre manipulation. La tension monte encore. Personne n'ose toucher à la mallette. La salle comprend. Ce n'est qu'un piège, un énième bluff. Les regards convergent vers Traoré, qui incarne la transparence et la force tranquille. L'opinion se retourne comme lors du scandale du Watergate où, face à la vérité, la confiance bascula. Diop, acculé, tente un dernier coup. Il glisse un clin d'œil aux gardes, laisse entrevoir des liasses de billets. Mais les soldats restent de marbre. L'un d'eux, regard droit, prend la parole, la voix ferme. « Notre loyauté n'est pas à vendre. Nous servons la patrie, pas l'argent. » Ce moment rappelle la fidélité des mousquetaires de Louis XIII qui, face à la corruption, choisirent l'honneur plutôt que l'or. À cet instant, la stature de Traoré grandit. La confiance du peuple bascule. Ce n'est plus un simple duel. C'est tout un symbole qui naît, celui d'une Afrique capable de refuser le chantage et la corruption, de choisir la dignité. Comme lorsque Sankara lança « La Baïtra Fantra », la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais la partie n'est pas terminée. Une rumeur enfle à l'extérieur, des partisans de Diop s'agitent, prêts à semer le trouble. De nouveaux dangers se profilent, tentatives de déstabilisation, rumeurs de coup d'État, manipulation médiatique. Traoré devra prouver que la dignité seule ne suffit pas à gouverner face aux tempêtes qui s'annoncent. Quand la peur devient une arme, qui aura le courage de briser le cercle ? La tension atteint son paroxysme. Le général Diop, devant une foule meurtrie par les récentes défaites militaires, choisit d'enfoncer la lame là où la douleur est la plus vive. Il accuse publiquement Ibrahim Traoré d'être responsable de ces pertes, exploitant la colère nationale pour gagner la faveur du peuple et préparer un basculement du pouvoir.
Cette stratégie rappelle celle de certains sénateurs romains qui, face à des défaites, cherchaient des boucs émissaires pour détourner la colère populaire. Un silence pesant s'abat. Diop lance un regard complice aux soldats chargés de surveiller Traoré. C'est le signal, il parie que la loyauté peut se négocier, que quelques promesses et des liasses de billets suffiront à retourner la garde rapprochée. Il attend le moment où, sûr de sa victoire, il pourra enfin se débarrasser de son rival. Mais l'ordre établi vacille. L'un après l'autre, les soldats refusent la proposition. L'un d'eux prend la parole, la voix ferme, et accuse Diop devant tous. Il révèle la tentative de corruption. La salle se fige. Ce qui devait être un coup d'État se transforme en épreuve de vérité. La fidélité se mérite, elle ne s'achète pas. Ce renversement rappelle la scène du film 12 hommes en colère, où la vérité finit par l'emporter sur la manipulation. Diop, démasqué et acculé, sort soudain une arme. Il la braque sur Traoré, les yeux fous, menaçant d'exécuter le capitaine devant témoins. Les journalistes se jettent à terre, des cris éclatent, les flashs crépitent. La vie de Traoré, l'espoir d'une nation, la stabilité du pays, tout peut s'effondrer en une fraction de seconde, comme lors de l'assassinat de Sadat en Égypte, qui plongea le pays dans l'incertitude. Traoré ne recule pas. Il refuse de se cacher, refuse la peur. Lentement, il avance vers Diop, les mains nues, le regard calme. Il parle sans élever la voix, sans menace. Il évoque le sacrifice, la responsabilité, la douleur de perdre des frères d'armes et l'irréversibilité de la trahison. Ce geste rappelle Gandhi avançant sans violence face à la police coloniale britannique, armée seulement de sa dignité. Face à lui, la rage de Diop vacille. La force tranquille de Traoré fissure l'armure du général. L'arme tremble puis s'abaisse. Aucun garde n'intervient. Par la dignité et l'empathie, Traoré désarme son adversaire sans violence. Cette scène résonne comme un écho à la résistance pacifique de Martin Luther King à Selma. Diop, vaincu par sa propre faiblesse, s'effondre. Dans le silence, la victoire éclate. Ce n'est pas la force brute qui gouverne, mais l'intégrité. Dans cette salle suffocante, une nouvelle définition du courage vient de naître, mais la nation reste suspendue dans l'incertitude. Qui saura transformer cet instant fragile en un véritable renouveau? Et si la victoire suprême n'était pas d'écraser l'ennemi, mais de prouver qu'il est déjà dépassé, vidé de son influence sur demain? Face au général Diop, le public attend une vengeance éclatante. Humilié, Traoré pourrait exiger la prison ou même le sang. Pourtant, il ose l'impensable. Il ordonne la libération de Diop, sans procès, sans chaîne. Cette clémence évoque la politique de vérité et réconciliation menée par Desmond Tutu en Afrique du Sud. Préférer la justice réparatrice à la vengeance. À la stupeur générale, Traoré tranche « Laissez-le voir notre réussite, impuissant ». L'indifférence pour ceux qui ne vivent que pour leur image devient la pire des condamnations. Ce geste brise la logique du spectacle. Les caméras immortalisent, non pas une humiliation, mais une leçon de grandeur. Diop, privé de son pouvoir, assiste en silence à la naissance d'un futur qu'il ne peut plus contrôler. Ni fête, ni triomphe personnel. Traoré, implacable, revient aussitôt à l'essentiel. Organiser la distribution de la nourriture, rencontrer les familles des disparus, écouter les doléances des populations rurales. Il rappelle que l'urgence, c'est servir le peuple, pas s'attarder sur la chute d'un homme déjà déchu. Ce pragmatisme évoque les premiers gestes de Mandela, qui, devenu président, préféra s'occuper des écoles et des hôpitaux que de régler ses comptes avec l'ancien régime. Ce moment redéfinit le leadership. Le chef n'est pas celui qui conquiert, mais celui qui sacrifie son ego pour la communauté. Chaque minute doit être donnée au bien commun, jamais au règlement de compte. Ce principe, on le retrouve dans la philosophie Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Le geste fait rapidement le tour de tout le continent. Dans les villages comme dans les grandes villes, le récit devient viral. Une jeunesse comprend alors que le vrai pouvoir, ce n'est pas de détruire, c'est d'élever, que la clémence est parfois l'arme la plus redoutée. Des vidéos circulent, des débats s'ouvrent, des enseignants racontent le geste de Traoré à leurs élèves. Diop disparaît peu à peu. Sa fortune demeure, mais son nom s'efface des mémoires. La peur ne rapporte plus rien, le prestige se dissout, avalé par le silence du mépris. Comme tant de figures du passé, il n'est plus qu'un spectre dans l'histoire nationale, cité en exemple, à ne pas suivre. Par ce choix, Traoré brise le cercle de la vengeance. Il offre à toute l'Afrique un horizon nouveau. Bâtir sans haine, tourner la page du passé, refuser que la loi du lendemain soit dictée par l'amertume d'hier. C'est une invitation à écrire une nouvelle histoire où le pardon n'est pas faiblesse mais force suprême.
Mais même après ce geste, le silence dans la salle est lourd. Chacun se demande ce que cela coûtera, et si l'ancien ordre acceptera vraiment sa défaite. L'histoire n'est pas encore terminée. Les défis restent immenses. Reconstruire la confiance, restaurer l'économie, garantir la sécurité. Car le plus difficile commence après le triomphe moral. Levez-vous pour une Afrique du courage, de la dignité et du service. Que chacun, à son niveau, devienne ce relais du changement. Enseignants, agriculteurs, entrepreneurs, artistes. Prendre exemple sur Traoré, ce n'est pas seulement applaudir son geste, c'est s'engager chaque jour à refuser la corruption, à privilégier l'intérêt collectif, à construire patiemment des institutions justes. À cet instant précis, nous avons tous été témoins d'une scène qui dépasse la simple rivalité entre deux hommes. Ibrahim Traoré n'a pas seulement désarmé un général, il a désamorcé un vieux système fatigué et corrompu. Sa victoire ne repose ni sur la peur, ni sur la force brute, mais sur l'exemple, la transparence et surtout une intégrité inébranlable. Ce sont les actes, non les discours, qui changent le monde. Ce choix, ce refus de répondre à l'humiliation par la haine ou à la menace par la violence, voilà la véritable révolution. Le pouvoir n'a pas besoin de hurler pour se faire entendre. Il ne s'achète pas, il ne se vend pas. Il suffit qu'il soit incarné, sincèrement, au service des autres. Cette approche, c'est celle des grands bâtisseurs, d'Abraham Lincoln à Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente du Libéria. Regardez bien, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les grades, ni les promesses des puissances étrangères qui ont triomphé ce jour-là. C'est la réputation patiemment bâtie, le temps offert à ceux que l'on oublie, et cette capacité rare à rester debout, même dans la tempête. Le vrai leadership se mesure à l'aune des épreuves traversées, non des titres affichés. Rester spectateur, c'est laisser d'autres écrire notre histoire. S'engager, c'est devenir acteur du changement, prendre sa place dans la marche vers une Afrique fière, libre et unie. Chacun peut agir, dénoncer une injustice, soutenir une cause locale, transmettre une valeur d'intégrité à ses enfants. Nous vivons une période décisive. Chaque minute consacrée à défendre des intérêts étrangers ou à servir des égaux est une minute volée au rêve de dignité collective. Mais chaque acte de courage, chaque geste de service bâtit une nouvelle ère. C'est ainsi que des pays comme le Rwanda, après un génocide, ont reconstruit patiemment, pas à pas, une identité collective, un espoir partagé. Alors posez-vous la question. Que choisissez-vous aujourd'hui ? Continuez d'observer ou osez l'engagement. Ibrahim Traoré a montré la voie. Rien à vendre, rien à craindre, tout à offrir. Soyons nombreux à suivre cet exemple, que ce soit en politique, dans l'éducation ou dans la vie de tous les jours. Le leadership dont l'Afrique a besoin n'attend que nous. Soyons cette génération qui ose, qui se lève, qui inspire. Partagez cette vision, laissez un commentaire, faites entendre votre voix. Ensemble, écrivons enfin notre propre histoire, une histoire de courage.